Donc le sujet du jour, voilà, c'est l'IA au service du développement d'un produit qu'on développe chez nous pour nos usages internes au niveau du centre de service. C'est Raphaël qui est à la baguette sur ce sujet-là. Raphaël qui est chez Timor depuis 14 ans. 14 ans. 14 ans. Voilà. Tu faisais de l'IA du début? Non. Pas du tout. Donc voilà, tout le monde s'y met à l'IA. Aujourd'hui, tous les métiers sont impactés par l'IA, ce qu'il faut entendre. Merci Cédric donc, de nous accueillir. Voilà, et merci. On ne va pas partir parce qu'il y a 3 plaques de pidin, j'y pense. Voilà. Vous mettrez, on fera une file d'attente, chacun partira avec son petit morceau de pizza. C'est parfait pour le montage de la vidéo, ça va être chouette. Ça va être parfait. Et donc, moi, je suis Baptiste Simon, ça va faire 5 ans que je suis chez Teamwork, un peu plus, et j'en charge la partie Digital Factory. Donc, on accompagne les clients dans le développement d'applications. Et en fait, on est consommateur d'IA. Et en fait, aujourd'hui, développer des applications, c'est utiliser l'IA pour plein de raisons. Et on pourra peut-être en discuter, mais ce n'est pas trop le sujet du jour. Pour ceux qui ne connaissent pas Teamwork, alors, je te prends ta partie d'habitude, hein, mais... Donc, on est une ESN. Cabinet de conseil et de technologie, hein, on est vraiment des doers de la transformation digitale pour nos clients. 1200 collaborateurs avec un gros bassin, on va dire en France et en Suisse. Et puis après, on a ouvert des pays dans le monde entier pour accompagner les projets de nos clients. Et globalement, on va faire cette année, on a fait cette année 224 millions d'euros sur de l'activité de services qui se regroupent. Bon, je pense tout de suite à la suite. Dans 5 grands domaines, donc la partie management consulting, accompagnement des directions générales ou des directions métiers à la transformation des business models. Ça, c'est pour voir un petit peu l'avenir. Et après, des activités qui visent à délivrer la valeur qu'on a pu percevoir dans cette transformation digitale. Donc, notre vaisseau amiral, la boîte a été créée là-dessus. C'est la solution, c'est les solutions autour de SAP. On fait de l'implémentation technique et fonctionnelle. Et à côté, après, il y a tous les sujets qui ont été connexes. La partie data, tout ce qui est flux de data, interaction de data, dont SAP, mais pas que, c'est tout ce qui va permettre de connecter le reste du monde. Et je sais qu'il y en a à côté. Et donc avec l'ami Raphaël, nous, on est des couches technologiques qui permettent de supporter cette transformation digitale et dans lequel l'IA, en fait, a quand même un gros sujet. Et ça, voilà, on a quand même aussi des grands partenariats, c'est pour ça qu'on travaille avec Skippers depuis pas mal d'années. Alors, on vient du monde de l'infra, hein, on est né SAP à la base, hein, c'était quand même des gros systèmes, c'était pas forcément dans le cloud, mais ça va faire maintenant pas mal d'années qu'on accompagne les clients dans la digitalisation, transformation vers AWS, Azure. Globalement, c'est les 2 grands partenaires technologiques sur lesquels on fait de la data, de la transformation, de la modernisation, de la migration et du service managé pour opérer en 24/7 tous ces services-là. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc du coup, le sujet data et IA, pour juste repositionner la valeur sur l'expertise, la stack techno. On va travailler sur des logiques de hardware, mais on ne va pas le voir aujourd'hui, ça ne nous intéresse pas, mais il faut savoir que l'IA, c'est avant tout du compute et finalement de la performance, qu'elle soit CPU ou GPU graphique. C'est le sujet du moment chez les clients, c'est d'abord tester, valider pour comprendre, mais demain ça va être comment je réintègre ça dans mon data center potentiellement, ou en tout cas comment je fais pour payer ça moins cher. Donc on va faire des logiques de FinOps. Aujourd'hui c'est pas trop important puisqu'on est sur des phases d'exploration autour de l'IA, mais la partie hardware, on sent venir ça comme, même en plus avec Skippers, le sujet était FinOps, hein, un des premiers grands projets. La partie IA, les FinOps, ça va être clé. Nos partenaires technologiques, c'est un peu eux aussi qui nous poussent. Vous savez que OpenAI en fait, est un peu sponsorisé par Microsoft. AWS n'est pas en reste avec Anthropic et Google non plus n'a pas oublié que cette transformation était majeure. Donc on est aussi on accompagne ce mouvement parce que le marché bouge. On faisait de l'IA côté plutôt data science historiquement. Aujourd'hui, en fait, il faut le voir comme du composable, hein. On fait du Lego et on va essayer de créer des solutions et des architectures qui permettent de répondre aux problématiques, aux flux de data et finalement à la sécurité, tout ça pour le meilleur prix, ce qu'on faisait depuis toujours. Ça s'appuie aussi tout sur des data platforms. Alors, je ne sais pas si c'est des choses qui vous parlent. On a 3 grands partenariats technologiques, Snowflake, Databricks et Microsoft Fabric, et sur AWS les services natifs Redshift traditionnels. Et au-dessus de ça, on crée des applications soit dans SAP avec les enjeux que vous pouvez connaître ABAP, Fiori, donc les briques applicatives BTP, mais aussi en low-code avec OutSystem pour créer des applications très rapidement
ou en cloud native AWS et Azure. Donc on a un scope techno qui est assez large et qui nous permet d'adresser beaucoup de thématiques chez nos clients. Teamwork en France, c'est environ 100 millions d'euros, c'est 600 clients facturés, je crois, 100 clients chez qui on fait quand même beaucoup de chiffre d'affaires, et on fait à peu près tout ça. Voilà un petit peu. Nos expérimentations sur la partie IA coding. Qui fait peur. Ça. Ouais, celle-là. On va tout lire. Vous inquiétez pas, vous allez rien rater. Donc ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'on a alors testé tous les LLM, que ce soit du Claude, du Gemini, du Ollama. Voilà, on a fait beaucoup de tests de LLM pour voir comment ils répondaient sur les enjeux de coding. Mais par contre, sur la partie IA coding intégrée dans les systèmes pour l'entreprise, on a deux grands tests, deux grandes expérimentations. GitHub Copilot Enterprise, donc, qui est aujourd'hui dans le giron de Microsoft, globalement. Et ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et un petit tout dernier, peut-être que vous ne connaissez pas, donc AWS, qui est notre autre gros partenaire technologique, qui vient de sortir Kiro, qui vient de sortir, il est toujours en bêta, mais donc vous avez peut-être entendu parler de Cursor, peut-être, qui est un peu plus connu dans le monde de l'IA coding avec un IDE et un peu de... Voilà, parce que ça a été popularisé par le grand public. C'est la même chose, mais chez AWS avec une logique très enterprise pour la gouvernance de données, l'accessibilité, la sécurité. Et en plus, comme ça reste chez AWS. Donc, a priori, c'est ce qui marche le mieux pour faire de l'AWS. Et donc là, on a fait partie, comme on est sur des sujets d'IA depuis pas mal d'années, donc au programme de test de bêta, et on fait ce genre d'expérience pour nos architectures cloud natives qu'on crée pour nos clients, de voir comment tout ça, ce sont des accélérateurs. Prototype. C'est différent de Amazon Q. Alors c'est un peu le successeur, mais ce qu'il faut voir, c'est que ça va être le successeur quand ça va sortir. Amazon Q en fait était leur premier service grand public. D'ailleurs Q qui va changer de nom parce qu'ils ont vu que Q c'était pas hyper sexy pour un nom de service. En tout cas dans certaines langues comme les nôtres, les latines, ça ne marche pas. Et surtout Q, ça a un service un peu prêt à l'emploi. Ici, c'est vraiment un IDE avec une façon de travailler, de fonctionner pour les développeurs, alors que Q, c'était un peu un service à côté dans la plateforme. Voilà, donc c'est ça le grand jeu. D'ailleurs, Kiro, c'est très masqué, c'était pas vu que c'était AWS, ils essayent d'avancer en mode un peu startup spirit, là, et on sent que c'est là-dessus que ça va aller. Alors, il y aura Amazon Q, le développeur, parce que Amazon Q Business va changer, c'est la partie un peu agentique comme Copilot Studio. Mais du coup, voilà, on voit qu'il y a un vrai sujet, et on a des expériences qui sont plutôt très bonnes. Donc voilà. Mais ce ne sera pas le sujet d'aujourd'hui, parce que ce qu'on a développé là, on ne l'a pas fait avec ça. On revient sur nos petites instructions, et normalement, la magie doit opérer. Sur vos téléphones, vous devez avoir des petites cases à cocher. Donc l'idée, on a pris 4 questions, donc ça va être très vite. Donc là, c'est vraiment un jeu de rapidité, comme ça on ne prend pas tout le temps. Voilà, ça, une petite animation, comme ça on voit si ça joue le jeu. Donc voilà, sur la question adoption, est-ce que vous êtes usager? Donc est-ce que ce qu'on va vous raconter, ça vous parle? Ou pas du tout? Et du coup, oui, j'utilise ça, je fais du code, je fais de la complétion pour des parties de dev. Je n'utilise pas encore. Les résultats sont secrets après. Ce qui est ici, ça reste ici et dans la caméra. Ok, donc vous inquiétez pas. Donc on s'aperçoit qu'il y a quand même voilà, un moite-moite. Donc sur de l'utilisation, ce qui est pas mal, parce que généralement sur l'IA, alors l'IA aujourd'hui est de partout, donc c'est un peu comme le cloud qu'on a commencé. Il y avait cloud qui est associé à peu près à tous les produits du marché existant de l'IT. Là on est sur le même sujet au niveau de l'IA. On a tous usage de l'IA à titre personnel pour aller, plutôt que de faire du Google aujourd'hui, interroger une IA pour savoir avoir une réponse plus personnalisée. L'IA coding quand même, on est sur des sujets qui restent du monde du développement. Et donc bon, on va voir que c'est en train quand même d'émerger quand même de manière très importante. Donc là, on voit qu'on est sur un peu plus de 50 sur des fonctionnalités d'usage, donc c'est pas mal. Donc maintenant, la productivité. Donc, bon, ceux qui ne l'utilisent pas, ça ne va pas vous parler beaucoup, mais pour ceux qui l'utilisent, est-ce que vous avez constaté que ça a amélioré votre travail? Ou est-ce que ça vous l'a finalement pas vraiment été utile? Et donc on a, voilà, si c'est 20%, c'est le A. Si vous êtes de 0 à 20, c'est le B. Et puis après, perte de temps,
des fois, on a quand même cette sensation. Oui. Quand le truc est parti et qu'il dit non, reviens, t'étais bien. Et là, c'est parti. Donc, en tout cas, on s'aperçoit que Globalement, on va laisser un peu de temps encore. C'est quand même un vrai gain de temps. 20%, si c'est déjà plus de 20%, c'est une journée. Ce qu'on disait tout à l'heure, on est déjà sur un 4/5e. Donc, c'est quand même intéressant de se dire à 4/5e, je fais le même travail qu'avant, semaine de 4 jours. Les doigts de pied en taille, on est à Aix, Marseille, on va à la plage. Hein. Donc, soyons conscients de ça. Des limites identifiées. Quelle est la principale limite pour vous dans votre quotidien? Ça génère des choses qui sont fausses, des hallucinations. Manque de contexte, en fait, c'est trop générique et donc finalement, c'est pas assez utilisable dans mon contexte d'entreprise. Voilà. La confiance, faut tout relire. Moi, je relis rien. Je suis sûr qu'il y a Eric. Ouais. On le sait, il y a Eric qui a voté, c'est sûr. Eric. Est-ce que tu as ton téléphone avec? T'as déjà voté? Non, je voulais pas fausser les stats. Ouais. On est sur du graph knowledge là. J'aurais été plutôt sur le A, Ouais. génère parfois du code incorrect. Ah, t'es pas sur le C? Non. Ah non, je l'utilise. Ça aurait été une mesquinerie quand même. Tu l'utilises, mais tu relis chaque caractère. Donc, je vérifie, disons que. Et ça s'appelle du code review. C'est la règle. C'est la règle. On n'a pas le droit. ou pas de IA, il faut bien vérifier quand même. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a effectivement un manque de confiance aujourd'hui sur l'IA coding, qui tend à disparaître sur la partie usage IA du quotidien. ChatGPT, globalement, il répond bien, on a plutôt confiance dans ce qu'il va dire. Voilà. Sur l'IA coding, on n'y est pas encore, en fait. C'est ça qu'il faut avoir conscience. Et ce qu'on disait avec Raphaël, ce qui est incroyable, c'est que ça bouge à une vitesse. C'est ce qui est vrai la semaine dernière, c'est déjà plus vrai aujourd'hui, que le monde de l'entreprise en fait n'a pas encore érigé des bonnes pratiques de gestion. On voit que Kiro arrive avec une autre approche du développement logiciel, avec création de spécifications, vraiment qu'avoir fonction par fonctionnalité des codes qui sont générés en mode micro-projet. Donc on voit que c'est en pleine évolution, que ChatGPT, les fonctions de coding, que ce soit du Claude, peu importe, Claude 4, a amené le fait qu'on puisse générer du code, mais on n'avait pas la confiance dans le résultat de manière un peu globale pour ne pas faire du copier-coller de code dégueulasse qui s'implémente quelque part. Mais par contre, il y a une vraie transformation très rapide et voilà, c'est comment on fait pour se préparer du coup, la finalité. Donc, et la dernière question avant la présentation, donc les bonnes pratiques, recommanderiez-vous pour tirer le meilleur parti de l'IA coding? Le dernier mot, voilà, donc c'est pour tirer. Donc utiliser comme aide, toujours relire le code. Ça, c'était ta question ou pas? Tu sais. Réserver uniquement aux tâches simples. Former tous les développeurs à ses usages et limites. Et puis l'option 4, c'est à vous de choisir. Donc, elle n'est pas passée. Tu aurais dû mettre utiliser pour tout et ne pas relire le code aussi. Ouais, ça aurait été pas mal pour voir après. Faut pas embaucher. C'est ça. Faut que ça reste à distance. En tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est quand même, on n'a pas trop confiance, mais quand même, on a envie de l'utiliser. Hein. C'est quand même le côté un peu ambigu. Donc, voilou. Donc là, sans transition, on va rentrer dans le cas d'usage qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Donc, c'est Raphaël qui est à la manœuvre pour expliquer. Et t'hésites pas si je vous dis des trucs. Pas de soucis. En plus, il y a un truc, c'est qu'on n'a pas le retour là, donc je suis obligé de me tourner parce que je connais pas les slides qu'il a modifiés il y a C'est une heure. ça. Mais voilà. Du coup, le cas d'usage chez Teamwork, c'était déjà chez Teamwork, on a des équipes qui font du MCO chez nos clients, et ces équipes-là, elles vont faire des tâches chronophages, peu intéressantes et répétitives, typiquement générer des rapports de backup. Donc c'est des gens qui sont obligés de se connecter tous les jours dans tous les comptes Azure de nos clients, dans tous les comptes AWS de nos clients, dans tous les systèmes Vim de nos clients, etc., pour vérifier que les backups sont bien passés et qu'il n'y a pas d'erreur, s'il y a des erreurs, investiguer, relancer, etc. Ça, c'est une tâche... On a quand même pas mal de clients sur cette dimension-là. On a pas mal de clients, ouais. Donc c'est environ... J'ai pas le chiffre, mais... C'est une centaine de clients actifs et à chaque fois avec des systèmes qui sont très hétérogènes. Et je crois qu'on a 10 000 assets en gestion. Vraiment de gestion de MCO complète. Donc c'est potentiellement- vraiment un volume qui est important. Et potentiellement, chaque jour, il y a des erreurs de backup, parce que ça arrive quand même régulièrement, et sur la masse, ça arrive. Donc du coup, c'est des gens qui consultent ça et prennent l'action. Et l'idée, on s'est parti de là, et c'était de trouver un moyen
de faire gagner du temps à ces gens, quelle que soit la technologie qui est utilisée. C'est-à-dire pouvoir avoir une vue globale de tous les backups de tous les clients et pouvoir dire ok, cette VM Azure ça a merdé, cette EC2 ça s'est pas passé non plus, et pouvoir après se focaliser sur la résolution et sur une tâche technique plus intéressante. Le deuxième point sur lequel on a travaillé au tout début de ce projet, c'est la problématique de la CMDB. La CMDB, je ne sais pas si vous êtes Familier du terme. avec ça. C'est un inventaire de tous les assets, de tous les serveurs, de tous les disques de chez nos clients. C'est ultra important parce que quand on fait du support, ces assets sont liés aux tickets, aux problèmes qui arrivent, aux incidents. Et ça permet après, ça permet de la gestion utile, donc de générer des problèmes et de suivre la vie de chaque système. Et là, ça, maintenir une CMDB, c'est ultra complexe. C'est complexe quand on est tout seul déjà en termes d'entreprise, ouais. Et quand vous avez une centaine de contrats avec des clients qui font évoluer leur système. Voilà, parce que les infrastructures changent, donc ça veut dire qu'une CMDB qui est à jour à l'instant T, 5 secondes après, potentiellement, elle n'est plus à jour parce qu'on a rajouté un disque sur une machine, ou qu'on a populé une nouvelle machine, qu'on a créé une nouvelle machine pour une nouvelle application. Donc ça, c'est assez complexe à maintenir à jour, et c'est un challenge qu'on a aussi pour pouvoir gérer au mieux de la meilleure des façons les comptes de nos clients. Donc moi, on m'a donné ces deux missions-là, et on m'a dit, vas-y, automatise ça. Et ça, c'est dans le cadre d'un programme de transfo. Ce qui est hyper important, c'est que l'IA, finalement, est partout. C'est ça qu'il faut entendre. Là, on n'est pas sur une thématique, on t'a demandé de faire dire. On t'a dit, mon métier, moi, c'est de faire du service manager. Il faut qu'on automatise un maximum, ou en tout cas qu'on facilite le travail des équipes. Qu'est-ce que je peux faire? Et donc, du coup, pour vous donner encore un peu plus de contexte, moi, je viens du monde de l'infra. Je suis DBA de formation à la base, DBA Oracle. Et j'ai évolué sur les systèmes Linux, puis sur le cloud quand Teamwork s'y est mis. Et du coup, je ne suis pas du tout dans la partie MCO de Teamwork, ni côté data, ni développeur. Donc, voilà, c'est clairement, je fais du bash, mais ça ne vaut pas tout, du bash et du Python, et ça me va bien. Et du coup, on verra après, c'est assez intéressant, c'est un point important. Du coup, étant du monde de l'infra, je connais certains outils qui peuvent répondre aux problématiques qu'on a là. Donc, typiquement, SteamPipe en est un. SteamPipe, c'est un outil open source qui permet d'interroger des sources de données via du langage SQL, qui est un langage standard. Et du coup, via des plugins, on va pouvoir interroger Azure, AWS, VMware, etc. directement en SQL. Et du coup, c'est un gros intérêt, c'est que dans cette optique d'automatisation et de standardisation, ça permet d'avoir un point d'entrée avec un langage standard pour parler à Azure, AWS, VMware, sans avoir à avoir la CLI Azure, AWS, etc. Installés et les utiliser en fonction de ce qui est demandé. Donc c'était vraiment le premier point qui permet d'avoir une vue globale de tout. Et cet outil-là, du coup, est open source, est fourni avec un certain nombre de plugins qui permettent de communiquer avec Azure, avec AWS. Il y a un plugin par cloud provider, grosso modo. Par contre, l'idée, c'était de pouvoir fournir aux gens du GDC, aux consultants du GDC, une vue vraiment globale des assets qu'ils ont en gestion. Typiquement, c'est bien de savoir que le client A a une machine qui s'appelle Toto, qui a 8 vCPU et qui est dans telle zone de disponibilité. Mais c'est encore mieux si on arrive à lui dire que dans Centréon, il y a un downtime, donc du coup, potentiellement, s'il a une erreur, il y a un problème. S'il reçoit un incident, il y a un souci. Et de pouvoir aussi ajouter à ça les tickets en cours depuis notre outil de ticketing qui s'appelle eTop, pour avoir vraiment l'état actuel de ce système. Donc ça a nécessité le développement de plugins pour SteamPipe, pour les solutions eTop et Centréon pour commencer, qui n'existaient pas de l'open source. Sauf que ces plugins-là, donc c'est très normé par SteamPipe pour qu'ils puissent les utiliser. Ça doit être en Go, respecter un certain nombre de contraintes. Donc comme je l'ai dit, je ne suis pas développeur. J'ai fait du Go, je me suis arrêté à la première erreur de pointeur parce que c'est pas mon métier. Et voilà, donc en tu gros, devais avancer sur ton projet. Je devais avancer sur mon projet et en gros pouvoir montrer à ma direction que
Qu'est-ce que j'avais tu aurais une fait idée. sinon? Qu'est-ce que tu aurais fait si tu voulais avoir finalement ce projet qui avance? Sinon, je mais serais allé voir quelqu'un qui sait faire du Go et j'en aurais eu pour 6 mois. Mm. Donc voilà, donc en fait j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai ouvert mon VS Code, je me suis connecté à GitHub et j'ai commencé à poser des questions à GitHub Copilot. Et c'est de ça qu'on va parler Maintenant, maintenant. Ouais. Alors, et du coup, on a aperçu, donc là, tu as utilisé l'IA pour faire du développement, Ouais. donc c'était ça la contrainte de base. Et en fait, on s'est aperçu aussi qu'on peut utiliser l'IA pour finalement d'autres choses que tu n'avais pas. Oui, mais ça c'est après. Ah, ok, ça Ça, on va, en très parlera bien. après. Donc, du coup, le concept là, vous voyez un petit peu le sujet du développement. Ok. Et ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que nous, on a quand même toutes les ressources. On est sur de l'AWS, on a de l'Azure, on a des moyens en fait pour aussi faire vivre ces aventures intrapreneuriales du coup. Et ce qui était ça qui était intéressant. Ah bah bien, Tout de suite. c'est pas Alors, mal. Ah, eh c'est bah, pas mal. Eh ben, du coup, on va voir Eh ben, le résultat. Donc du coup, bah, on commence par la fin du coup. Voilà. Donc du coup, SteamPipe, là vous allez voir que du coup ça fonctionne, entre guillemets. SteamPipe, une fois qu'il est démarré, il permet d'utiliser ce qu'on appelle un MCP. Un MCP, alors je sais pas si tout le monde est... Si vous êtes allé, Ok. parce qu'il y a eu un En fait, sujet MCP déjà, je crois. Mais je vois quelqu'un qui a fait non. Donc un Ok. MCP, c'est-à-dire Model Context Protocol. Et en gros, c'est une boîte à outils qu'on donne à un LLM, qu'on donne à une intelligence artificielle, et qui lui dit, OK, en utilisant cette boîte à outils, tu as accès à ça, 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 et ça explique comment utiliser autre chose. C'est comme un tournevis avec plusieurs embouts. On lui donne un tournevis pour utiliser SteamPipe. Pardon ? Un couteau suisse, oui, ça peut être un couteau suisse aussi. En gros, c'est donner à une intelligence artificielle l'accès à un outil en lui expliquant comment l'utiliser. Donc SteamPipe fournit un MCP, et une fois que j'ai réussi à connecter des comptes AWS, ça c'est pas très compliqué parce que le plugin est public, et du coup eTop, donc, avec le plugin que j'ai développé avec Copilot, je lui ai demandé de faire un truc très simple qui est de lister les assets qu'il y a dans le compte AWS et de vérifier ce qu'il y a dans la CMDB d'eTop pour me faire un rapport de cohérence et lui demander voilà. Donc vous allez voir que je fais des prompts éclatés au sol, qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Et C'est ça qui est si intéressant, c'est qu'on dit toujours que le prompt doit être parfait. Et en fait, la réalité, c'est que en fonction du système qu'on a designé derrière, parce que c'est pas vrai pour tout. Je vais commenter un petit peu, Ouais, vas-y. désolé. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'en gros, là c'est Claude du coup que j'utilise. Claude, il va aller, donc je lui ai pas dit d'utiliser quoi que ce soit. Il va voir qu'il a un MCP qui lui est autorisé et il va déterminer quel MCP, parce qu'en plus il y en avait plusieurs. Il y en a un pour faire des PowerPoint qui est génial. Et en gros, il va voir la liste des plugins qu'il a et il va aller découvrir lui-même les tables qu'il a à disposition dans SteamPipe. Et à partir de là, il va pouvoir, donc là il est encore dans la description des tables et tout ça, et c'est lui qui va aller créer les requêtes nécessaires qui va envoyer à SteamPipe pour avoir les résultats dont il a besoin pour répondre à la question initiale. Et après, il va agréger ça dans un document qui est lisible par un humain. C'est-à-dire qu'on ne va pas se retrouver avec des tables pas terribles. Mais elle marche encore ta vidéo ou... Ouais, là, je le tourner. Ouais, c'est Voilà. bon, ok. Donc voilà, donc là on voit que maintenant il a fini de décrire ses tables, donc il est en train de générer ses requêtes SQL. Et peut-être qu'on va pouvoir mettre un peu plus avancé un peu, parce que clairement, Ce qui est intéressant, c'est de voir que. ce qui est intéressant, c'est à partir du moment où on crée le rapport. Là. Voilà, et donc une fois, et là je pense que c'est pas très loin. Voilà, et donc là, bon, il a les informations qu'il faut, donc là il passe à la restitution. Et on voit, alors bon, je vous lirai quand vous aurez, mais en gros il y a 37 instances actives, il y a 126 serveurs dans AWS, il y a 126 serveurs dans eTop, et donc du coup après il va faire le croisement en disant, il fait une répartition par type et tout, et encore une fois c'est parce que j'ai pas été très précis dans le prompt. Celle-là en fait c'est ce qu'il faut bien comprendre. Voilà, et donc on a des instances avec des noms significatifs non trouvés dans eTop, donc il me fait la liste, et voilà. Et donc du coup, la vidéo fait 3 minutes je crois, dans les 3 minutes, je crois que j'avais déjà tapé le prompt, donc on va dire qu'en 5 minutes, on a quelque chose qui est partiellement exploitable, et si on y passait peut-être une demi-heure à faire un prompt un peu plus travaillé, on aurait quelque chose de plutôt sympa, qui permet, qui est super intéressant pour nous, parce que la CMDB eTop, c'est quelque chose qui est très important, et pouvoir voir dans quel état elle est par rapport au CI réellement dans les comptes,
Et chez nos clients, c'est très intéressant. Et si on est très précis, quelles sont les informations par rapport à ce système avec le nombre de tickets? Enfin, on peut aller après très loin dans le détail. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que on fait de l'IA avec des systèmes qui ne sont pas du tout IA. Ce qu'on a dans AWS, c'est de la config. Ce qu'on a dans iTop, il n'y a pas d'IA dans iTop. Ça vient après. C'est tes suggestions? Ouais, il y a de tout. Hein. Ah bah c'est bien, Voilà. on a le... Donc voilà, donc c'est bien. En fait, voilà, vous avez la fin, vous avez le bonus. Et donc, du coup, j'ai fait la même chose pour générer un rapport de backup. Ouais. Du coup, là, le coup de prompt est encore plus simple. Ouais. Généralement, un rapport de backup. Ouais, c'est à peu près ça. Voilà, c'est vrai. Et donc, du coup, il fait le même processus. Et en quelques mots, c'est pareil, il a réussi à me sortir quelque chose de cohérent par rapport à ce qu'il y avait dans le compte, en mettant en perspective ça avec les plans de backup qui sont configurés dans les différents comptes. Et à la fin, il m'a proposé quelque chose que je ne lui avais pas demandé, c'est de l'optimisation financière, en me disant, vu tes plans de backup, tu pourrais gagner un peu de sous en réduisant tel policy paramètre. parce que c'est déjà couvert par d'autres, etc. Donc on peut faire après des suggestions d'IA par rapport à ça. Donc, et un élément qui est, je pense, hyper important et qu'on peut connaître dans la partie BI, en fait, c'était un des problèmes dans la BI, globalement, c'est d'avoir des gens qui spécifient un besoin, le temps que les équipes BI développent le besoin, quand le rapport arrive, du coup, les équipes métiers, généralement, on dit, non, en fait, moi, je vais passer à autre chose, ton truc ne me sert plus à rien. Là, finalement, on n'a plus besoin d'être intelligent en avance, on peut vraiment aller interroger le système sur des fonctions, alors ça peut mettre 5 minutes, mais pour du BI, on s'en fout, ou pour en tout cas ce genre de choses, on s'en fout. C'est ça que j'aime bien, l'humour et Coluche. Et du coup, voilà. Non, donc ça, c'est un élément qui est hyper intéressant d'avoir en tête, c'est que ça permet de libérer des potentiels, faciliter de la récupération d'informations, corréler des systèmes, de systèmes qui ne le sont pas du tout à la base, et sur des modèles même on-prem. Donc là, on parle du cloud, mais du coup, finalement, vous devenez capable de faire de l'IA sur à peu près n'importe quel système, quand il y a du MCP, quand il y a des API, quand il y a de la sécurité, quand vous savez à peu près ce que vous voulez, enfin, tout un ensemble de choses. Et donc là, on repart tout au début. On a le sujet de finalement, c'est quoi les grandes étapes, comment tu es arrivé à ce sujet et finalement, qu'est-ce que tu as appris? Et ça part d'une idée. Ça part d'une idée d'utiliser un outil en particulier parce que ça permet de regrouper et de standardiser les différents langages d'interrogation des cloud providers. Le début, c'est aussi... tu savais ce que tu voulais, tu savais... Je savais ce que je voulais, je savais grosso modo comment y arriver. La problématique, c'est que, n'ayant pas suffisamment de connaissances en Go, ni au développement, même tout le process, avec tous les flux de développement. C'est ça. Et donc après, tu avais choisi l'outil SteamPipe, ça vient de toi, enfin en tout cas de l'équipe, pour aller résoudre ça. Parce que c'est quelque chose qu'on utilisait déjà ailleurs chez Teamwork et que ça me paraissait plutôt simple aussi à maintenir par la suite comme outil. Et donc finalement, l'IA, ça t'a aidé ou pas? Toi, t'as pas répondu tout à l'heure aux questions. L'IA, ça m'a aidé parce que j'y ai passé sur ce projet-là. En 2 mois, je pense que j'ai fait l'équivalent d'un an et demi de projet. Okay. Et tu n'étais pas développeur à la base okay. Voilà. Donc en gros, un plugin Steam, le premier plugin eTop, j'ai mis 15 jours à le développer. Je ne sais pas combien il y a de lignes de code dedans, parce que, voilà, mais je l'ai développé, il est développé fonctionnel, documenté, testé, packagé par une pipeline. En gros, il est prêt à être utilisé. Et le deuxième plugin pour Centrion, il m'a fallu 1 semaine, 5 jours, pour faire la même chose avec la même qualité. Donc voilà. Aussi par rapport à comment c'est possible ça, c'est parce que aussi peut-être il y a, je sais pas, des éléments d'API, c'est bien documenté, que l'IA en fait a du contenu pour pouvoir travailler. C'est tout ce que je donne en entrée à l'IA, c'est la documentation de SteamPipe sur comment faire un plugin. C'est la documentation du système avec lequel elle va devoir interagir, donc la documentation de l'API top, la documentation de l'API de Centrion, et voilà en fait, et les contraintes que je lui donne. Dire il faut que tu développes en TDD, en test driven développement, il faut que tu documentes tout ce que tu fais, il faut que tu testes à chaque fois que tu livres une feature, et tout ça fait qu'il a toutes les billes pour créer le code dans de bonnes conditions. Quand tu rajoutes un plugin après, c'est autant de travail, c'est plus simple C'est beaucoup moins du coup, parce que je me base
pour le plugin eTop, je suis parti de zéro, donc j'ai mis un peu de temps. Pour le plugin Centrion, j'ai demandé à l'IA, je lui ai donné les informations de la documentation Centrion, et je lui ai dit, ben, inspire-toi de ce plugin que tu as déjà fait qui fonctionne, et fais pareil, mais avec cette API-là. Et du coup, il s'est inspiré, il consultait régulièrement le code qu'il avait généré pour l'autre plugin. Et c'est pour ça que du coup, j'ai mis 2 ou 3 fois moins de temps à faire ce plugin-là. Et pour la suite, je suis parti de ces 2 plugins fonctionnels et je lui ai demandé de faire un template qui permettra à terme, donc j'ai un dépôt dans lequel j'ai tout ce qu'il faut pour commencer à développer. Et pour le prochain plugin, je pense que ce sera peut-être un jour. Okay. Et est-ce que tu as vu des hallucinations quand ça code Oui. Et comment le système a géré ça? Le système ne gère pas ça. C'est que lui, je pense que le système ne sait pas quand il hallucine. Mais clairement, il y a des moments où il part où il fait n'importe quoi. Donc, il fait un truc très bien et le prompt d'après, il fait un truc complètement ridicule. Et ça a été le gros travail que j'ai fait, c'est justement de cadrer ces modèles. J'en ai utilisé plusieurs. De cadrer ces modèles pour qu'ils arrivent à faire ce que je veux de manière efficace et rapide et sans créer de trucs un peu bizarres. Et donc la documentation, facile La documentation, c'est simple. Hein. En fin de journée, je lui disais génère la documentation et il était à jour. Voilà. Ça, c'est vrai que ce soit les tests ou la documentation, généralement, c'est un peu le parent pauvre dans les projets. Et là, ça devient un standard de fait. On a vu aussi le piège, c'est qu'il y a peut-être même trop de documentation. Ouais, c'est trop verbeux. Ouais. Et on a vu aussi des fois qu'il inventait des champs dans les API, ce genre de choses. Et donc, comment ça s'est détecté, ça? Et ben, ça s'est détecté comme... j'ai fait les tests moi-même, parce que je lui fais confiance, mais il y a un moment où moi je veux que mon plugin fonctionne, donc j'ai quand même fait les tests utilisateurs, on va dire, parce que moi, là, je suis le donneur d'ordre et l'utilisateur, au final, de ce truc-là. Et lui, c'est la personne qui réalise. Du coup, en tant que donneur d'ordre, j'avais quelque chose de fonctionnel avec les tests qui passent, etc. Et en tant qu'utilisateur, je voulais vérifier que j'arrivais bien à lister mes EC2 ou lister mes tickets dans les tops. Et là, je me suis rendu compte que certaines tables ne fonctionnaient pas. Du coup, je lui ai dit, tu connais la documentation de l'API d'eTop ou de Centrion, tu as développé ces tables dans ton code, tu sais déployer le plugin dans un Steampipe qui est dans un conteneur sur mon poste, et dans ce conteneur, la configuration, la connexion vers eTop, vers AWS est configurée. Donc tu peux l'utiliser, et avec cette connexion, tu sais aussi faire les appels API en curl pour vérifier que c'est cohérent ce que tu fais. Et du coup, je lui ai dit, à partir de ça, génère un système de test que tu utiliseras à chaque fois que tu crées une table. Et du coup, à chaque fois qu'il crée une table, il créait le code, il ajoutait les tests dans l'API avec les curls, et il lançait tout, et il vérifiait que c'était aligné. Et si c'était aligné, très bien. Si c'était pas aligné, il refaisait, et il relançait les tests, etc. Je sais ce que ça marche. Okay. Et du coup, ça boucle, et jusqu'à ce que ça marche, ça boucle. Et des fois, ça peut boucler longtemps. Dans ces cas-là, le conseil, c'est de changer de modèle. Parce que clairement, des fois, une fois, il se perd, et il faut changer de modèle. Mais voilà, en gros, ce que j'ai vraiment appris là-dedans, c'est que tout ce qu'on aimerait dans un projet pour simplifier la vie, on peut lui demander à partir du moment où on sait ce qu'on veut. Donc, et du coup, c'est vraiment une logique de contexte, du coup. C'est tout à fait une logique de contexte. Et donc là, c'est un screen. Donc ceux qui connaissent GitHub Copilot dans VS Code ont déjà vu, je pense, ce truc-là. Et l'idée, c'est que ça, là, le résumé de l'historique de la conversation, c'est exactement ce qu'on ne veut pas. C'est-à-dire que l'IA, alors je ne suis pas un expert d'IA non plus, je ne suis pas expert de grand-chose, je vais vous dire, mais au moins, bon voilà. L'IA, elle a une mémoire tampon qui s'appelle le contexte. Donc tout ce qu'on va lui donner en entrée rentre dans le contexte. Tout ce qu'elle fait pendant la session de chat, ça s'ajoute aussi au contexte, plus ce qu'on lui dit, etc. Et au bout d'un moment, il n'y a plus de place. Et du coup, l'IA, elle va faire quoi? Elle va prendre son contexte, elle va le résumer, comme elle résume un texte, comme ChatGPT résume un texte, et elle va continuer après. Sauf qu'en résumant, nous, on n'a pas la main sur ce qu'elle met dans le résumé. On ne sait pas, on ne le voit pas. Et souvent, là, après ça, ça part en n'importe quoi. Parce qu'elle perd des informations qu'elle n'a pas jugées importantes, mais qui le sont. Et du coup, c'est là, en général, où les hallucinations commencent. Donc c'est exactement ce qu'on ne veut pas. Et l'objectif de ce Rex aussi, c'est de vous expliquer comment moi,
tout l'été, là, j'ai appris à travailler avec ça et à éviter d'avoir ces problématiques-là. Parce qu'on s'aperçoit que c'est un apprentissage qu'on fait un peu, Ah bah oui. pour le coup, sur le Et terrain. c'est là, et c'est ce qu'on disait, Ouais. Baptiste. C'est quand j'ai commencé à travailler, il fallait connaître toutes les docs par cœur. Après, Google est arrivé, donc on a pu trouver les trucs sur Google. On n'avait plus à connaître l'information, mais il fallait savoir la retrouver. Et là, maintenant, il faut juste savoir demander la chose et savoir comment le demander. Et ne pas être gêné à lui dire je crois que tu t'es trompé. Ah oui, carrément. Je crois qu'il faut que tu refasses. Donc, là, je vais vous expliquer un peu ma méthode de fonctionnement, sachant que donc, j'utilise dans VS Code, donc c'est un peu plus simple de faire des nouveaux chats, etc. Mais bon, après, voilà. Donc, la première étape, c'est d'avoir une idée, de savoir ce qu'on veut, c'est ultra important, avec le plus de détails possible. Et en fait, vous allez voir que je ne fais pas grand-chose. La première étape, c'est de faire générer ce qu'on appelle un Product Requirement Document. Donc, c'est un document qui est un peu normé. En gros, je lui donne tout ce que je veux que mon programme ou que mon plugin fasse, et lui va générer ça avec les contraintes que je lui donne en documentation, en test, etc. Et donc ça, ce document-là, il va préciser ce que va faire l'outil, le développement, dans quelle technologie, dans quelle langue pour la documentation, pour les commentaires, etc. Qu'est-ce qu'il faut documenter et comment, est-ce qu'on fait des tests, est-ce qu'on développe en TDD, etc. Tout ça rentre dans ce document-là. C'est une espèce de giga feuille de route, de cahier des charges De bonnes pratiques, du projet. Ouais, voilà, exactement. Donc ça, c'est un premier agent, un premier chat dans lequel je fais ça. Après, j'en fais un nouveau et je lui dis, à partir de ce PRD, génère des fichiers Markdown de to-do dans lesquels tu vas lister les tâches à réaliser pour atteindre l'objectif qui est décrit dans le PRD. Donc là, il va me générer tout un tas, plus ou moins, en fonction de la complexité du projet, tout un tas de fichiers Markdown, en fonction, classés par fonctionnalité, etc., avec des listes à atteindre, avec qu'est-ce que je veux, comment j'y vais, et comment je valide que c'est bien fonctionnel. Donc là, pareil, je refais un nouveau chat après, toujours pour effacer le contexte et avoir un œil neuf, un œil entre guillemets neuf. Et du coup, je demande à ce nouvel agent de valider que les to-do générés sont bien cohérents avec le PRD qui a été créé au début. Parce que bon, j'ai pas envie avoir dérivé. Et puis j'ai pas envie de lire les to-do. Ouais. C'est ça le truc. Ouais. Voilà, donc clairement. Donc voilà. En fait, c'est un truc de feignant. Exactement. Donc là, des fois, ça arrive qu'il y ait des trucs sympas qui ressortent. Ah, ça a été oublié, etc. Donc c'est assez intéressant. Toujours faire interroger l'IA sur ce qu'elle a fait, en fait. Oui. Parce que du coup, Ça, elle c'est- est. Et en fait, on a l'impression qu'on va perdre du temps parce que ça a déjà été fait, mais en vrai, on en gagne pas mal parce que ça évite qu'il y ait des choses qui étaient oubliées ou mal formulées et du coup qui seront mal comprises par la suite. C'est super important parce qu'on aurait surtout un excès de confiance. Ouais, mais il faut pas. En fait, on peut pas compter. il ne faut pas lui faire confiance. Jamais. C'est pas. Voilà. Et du coup, et en fait, la méthodologie, c'est ça. C'est qu'en fait, je ne lui fais pas confiance. Donc, voilà. Ensuite, je lui fais générer un fichier d'instruction. Un fichier d'instruction, c'est. Alors, je ne sais pas si vous avez utilisé Claude ou GitHub Copilot. C'est un fichier particulier et c'est lié au LLM et aux clients qu'on utilise. Chez Claude, c'est un fichier qui s'appelle claude.md. Chez GitHub Copilot, c'est un fichier qui s'appelle Copilot Instruction. Et ce fichier-là est obligatoirement lu par l'agent, par le LLM, et ajouté au contexte. Donc en gros, c'est là-dedans où il faut donner les instructions de base et obligatoires pour qu'il ne dérive pas direct, qu'il ait le cadrage nécessaire. Et donc ça, c'est lui qui génère son propre fichier d'instruction à partir du PRD, des to-do qui ont été faites, et de la codebase, si elle existe, pour qu'il ne transforme pas complètement un projet Java en projet Rust parce qu'il a envie. Mais voilà, donc voilà, l'idée c'est vraiment de lui donner, de le cadrer avec ce fichier d'instruction. Et ensuite, on fait encore un nouveau chat et on lui dit, lis les to-do et commence à implémenter. Quand il a fini d'implémenter quelques to-do, parce que les modèles de Copilot et même de Claude Code sont faits de telle sorte qu'ils s'arrêtent au bout d'un certain nombre d'instructions, ce qui est très bien. Ça évite qu'il fasse trop de bêtises au final. Quand il a fini, je lui dis, très bien, maintenant modifie les to-do avec ce que tu as fait et on passe à la suite. S'il y a des nouveautés, je lui dis d'éditer, de les rajouter dans le fichier d'instruction et après on recommence.
C'est-à-dire que je passe nouveau chat et je lui dis continue d'implémenter les to-do et en fait ça tourne comme ça. Là où ça change un peu, c'est quand le produit est presque fini et que c'est des tests qui ne fonctionnent pas. Et là, il faut réussir à le guider. Typiquement, on a eu le problème, notre centrion de non-prod est interne, a un certificat que notre Cato n'aime pas du tout. Et du coup, en fait, il faudrait cliquer sur un bouton « J'accepte le risque » parce que Cato intercepte la connexion. Sauf que le plugin SteamPipe n'est pas capable de faire ça. Et du coup, je l'ai fait investiguer sans lui donner particulièrement de contexte. J'avais envoyé le truc. Parce que nous, on le savait, mais à la nuit, il va jamais le trouver. Et moi, je lui ai pas parlé de Cato au copilote. Et du coup, et j'avais pas parlé de Cato à dessein pour qu'il trouve une solution sans le biaiser en lui disant on utilise Cato et c'est ça. Voilà. Il n'a pas trouvé de solution, par contre il m'a dit que mon Cato refusait la connexion et qu'en gros il n'y avait rien à faire à part faire une exception. Il a vraiment mis le doigt sur le problème, et qui est un problème qui est complexe, qui peut tourner des jours en fait dans les équipes, parce que c'est un système de man in the middle que personne ne sait trop, on ne sait pas comment c'est trop paramétré, et donc du coup on a eu le sujet, il a dit c'est ça le sujet, vous devriez faire ça, et il met le doigt, alors après c'est toujours le problème du réseau, mais pour vous c'était bien ça, et ça a permis en fait de faire avancer le sujet très vite, et c'était vraiment, on ne s'attendait pas du tout à cette expérience-là en tout cas. Et ce que j'ai pas précisé là, c'est que le GitHub Copilot, il y a plusieurs modes, on peut l'utiliser dans plusieurs modes, on peut l'utiliser en mode juste chat, ou en mode édition, donc ça c'est quand on est dans un fichier et il nous fait la complétion. Et on peut l'utiliser en mode agent, et en mode agent, il est capable de créer des fichiers, d'interagir avec les fichiers directement lui-même, et d'interagir avec le terminal aussi. Donc ça, il faut savoir ce qu'on fait, et ne pas l'autoriser à faire tout ce qu'il veut, parce que des fois, il est un peu, et du coup, cavalier avec le... Tu as développé combien de lignes de code avec tout ça? J'en sais rien, je compte. Et toi, à titre... Moi, zéro. Ah, ok. Oui, zéro mot? Voilà. Rien du tout. Rien. Et c'est parti comme ça, et ça marche. Après, j'ai pas compté les prompts. Ah oui. Mais... Hein c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, on va peut-être penser au temps passé. C'est qu'au lieu de l'idée un projet qui aurait mis peut-être 6 mois pour voir le jour, si on avait les disponibilités, de la bonne compétence au bon moment par rapport aux problèmes qui arrivent. 2 mois sur une période creuse pendant l'été, j'ai pu arriver à un POC fonctionnel qui a permis à la direction de dire ok, c'est quelque chose qui nous semble intéressant et on peut continuer là-dessus. Donc ça a permis ça, et franchement ça peut paraître simple, mais en vrai je sortais avec la tête grosse comme une courge tous les soirs, parce qu'il faut en permanence le recadrer, lui dire non, pas ça, pas comme ça, fais ci, fais ça, utilise plutôt ça, parce que sinon en fait il dérive, et une fois qu'il a dérivé, et surtout quand on utilise Claude 4 Sonnet, il a vite fait de nous créer un milliard de scripts dont on ne se servira jamais, alors qu'en fait il suffisait qu'il utilise un Makefile par exemple, qui existe déjà. Donc c'est vraiment, le taf là, c'est pas de tout repos, c'est qu'il faut le cadrer en permanence. Vérifier ce qu'il fait, éventuellement contrôler en permanence, ne pas oublier de faire des commits réguliers, parce que sinon, quand il faut rollbacker des trucs, là c'est pareil, il se perd. On a vu aussi qu'il y avait les tailles des contextes et que voilà, on est limité dans l'IA pour interagir, pour rester sur des choses sur des petites tâches, qui évitent d'avoir des gros sujets à traiter. Bien choisir le modèle en fonction de la tâche qu'on veut réaliser. Oui. Comment vérifier ce qu'il fait si tu ne parles pas le Go, par exemple, Eh ben, je le vérifie de plusieurs façons. Alors, du coup, je ne suis pas capable de dire que le code Go est bon. Je ne suis pas capable de dire s'il a mis le double des lignes. Voilà. Ça, pour l'instant, c'est pas quelque chose sur lequel je me suis attardé. L'objectif, encore une fois, c'est d'avoir quelque chose de fonctionnel rapidement. Donc, je ne me suis pas trop attardé là-dessus. Par contre, je lui ai donné tout un tas de contraintes dans le PRD et donc qui a découlé après dans les instructions, etc. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il y ait 85% minimum de couverture de test valide, qu'il fallait que du coup il fasse du TDD parce que sinon il n'arrivera jamais à ça, qu'à chaque fois, et il m'a créé aussi les pipelines associés à mes projets. Donc, du coup, quand je committais quelque chose dans une branche, ça construisait le binaire Go et ça le packageait comme pour le livrer en prod. Donc, du coup, je pouvais valider tout. Et dans cette pipeline-là, je lui ai demandé d'ajouter du lint, du GoCheck et du GoSec. Et ça me permet de valider que le code n'est pas trop délirant par rapport aux bonnes pratiques basiques. Et surtout, self-assessment en gros.
quand la cyber mettra son nez dedans chez nous, ils pourront me donner des guidelines que je pourrais rajouter dans GoSec, qui lui faire tourner le truc et qui corrige les écarts. Donc je ne peux pas dire que le code est performant et qu'il n'y a pas de redite ou de code mort dedans. Par contre, je sais que ça coche tout un tas d'exigences standards du codage. Ce qu'on voit nous en tout cas sur d'autres collègues qui font ce genre de choses, c'est que c'est beaucoup plus verbeux. Donc ça génère beaucoup plus de lignes de code que ce que l'on ferait naturellement parce qu'on va aller à l'efficacité. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien par rapport à voilà, c'est à voir dans chaque contexte. Mais voilà, c'est un truc qu'on voit que pour l'instant on n'est pas déçu en tout cas Et des encore, résultats. c'est verbeux parce qu'on lui a pas dit de ne pas être verbeux. Ouais, c'est ça. Si on lui disait dans les instructions d'être. Un peu ça, plus c'est focus, pareil. ouais, hein, c'est oui. comme tout. Ouais. Donc il faut apprendre à travailler avec. Donc on Après, voit je crois que. qu'il y avait une autre Ah, question. pardon. Moi, juste une question. Pourquoi vous avez fait le choix de Go? Parce que SteamPipe SteamPipe est écrit en Go et ça nécessite que les plugins soient écrits en Go. C'est Ça, la j'ai pas eu le contrainte, choix. ouais, c'est la contrainte de Si la ça avait solution. été du Python, j'aurais pas testé GitHub Copilot, je pense. Et j'y serais encore. Ah, deux questions. Ouais. Est-ce que tu avais fait de la recherche sur les stratégies de prompting avant d'arriver là-dessus ou pas? Non, je fais de l'essai-erreur. Parce qu'en fait, mes prompts, et on l'a vu tout à l'heure, mes prompts sont affreux. Je pense qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Mais Justement, je pensais par rapport à ta méthodologie. est-ce que Non. justement, t'aurais- Et du coup, c'est cette méthode-là, je la trouve très intéressante parce que pour les évolutions, et là on passe dans un mode où des gens qui connaissent Go vont relire mon code, et enfin pas mon code, c'est un peu bizarre, mais le code, et Tu l'as acheté. probablement, Tu l'as acheté. voilà, et probablement faire des remarques. Ouais. Et moi, ce que je leur dis, c'est de faire des issues dans le dépôt, et après ces issues, PRD à partir d'issues, et hop, et ça repart comme ça en fait. C'est-à-dire que je vais pas le faire. Absolument aucun. En tout cas, c'est vrai que ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, les solutions d'IDE et d'IA Coding vont passer sur ça. Design de solutions, écriture des specs précises et implémentation avec de l'amélioration permanente. Ce qui va nous permettre aussi de toujours faire évoluer par rapport au framework logiciel, le langage, l'amélioration continue. Donc c'est Parce qu'en positif. fait, justement, tu as produit ta propre stratégie de prompting comme ça. Et en fait, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites récemment, par exemple, sur les 2 dernières années, on va dire. Je pense que d'appuyer sur pour aller beaucoup plus loin. Ouais. Et en fait, ça c'est même pas du prompting, je pense que c'est ce qu'on disait, c'est plus du context engineering. Ouais, c'est Parce que les prompts là, c'est même pas. C'est plutôt la stratégie pour garder un contexte sans résumé. Ouais, mais t'as un peu, en fait, t'as un peu les prémices d'une technique qu'on appelle le cognitive prompting aujourd'hui, là-dessus. Et implémenter ça, ça te permettrait probablement d'optimiser. Et on sait que c'était bien le sujet du MVP, d'avoir un démonstrateur, ce qui est aussi intéressant, mais démonstrateur en mode vrai, parce qu'on voit qu'il y a des fois des démonstrateurs en mode un peu fake, qui est juste des vitrines. Mais là, ça s'inscrit dans nos comptes de service, ça s'inscrit dans notre logique de sécurité, dans notre gestion d'identité, dans notre réseau. Donc voilà, c'était aussi ça qui était important, mais complètement. Franchement, pour 2 fois 40 balles de copilote, Voilà, ça va, hein. en fait, c'est ça aussi qu'il faut voir, le ratio. Alors, ton temps. Bah, il y a mon temps. Voilà, hein. mais du Et coup, mon le ratio ressources, il est quand même qualité livrée temps. incroyable. Ouais, c'est vrai. Et voilà. En tout cas, c'est on voit que, et ça bouge énormément en plus, ces thématiques. Alors ça bouge parce que aussi les LLM bougent, donc les prompts bougent. Il faudra le faire avec GPT-5 parce que qui c'était- s'adaptent maintenant ouais. dans Copilot, et ça c'est assez récent. Dans GitHub Copilot, on est capable, entre chaque prompt qu'on va mettre, d'avoir un point, un snapshot. On peut revenir à l'état où était le dépôt et le contexte dans le passé. Ça, c'est Est-ce que tu intéressant. as testé d'utiliser ton LLM pour t'aider à faire le contexte de base? Non. Parce que ça, c'est une stratégie intéressante aussi. Je l'ai un peu utilisé là, parce qu'en fait c'est ça, c'est qu'il va se générer son fichier d'instruction, donc un peu, mais c'est vrai que je suis pas très regardant sur, et je sais que GitHub Copilot il utilise ça, sur les fichiers que j'ai d'ouvert, parce que les fichiers que j'ai d'ouvert, il se les met dans le contexte, alors ça c'est quelque chose où il faudra peut-être être plus vigilant. Par contre, dans les prompts, quand j'ai vraiment besoin qu'il utilise ou qu'il modifie tel ou tel fichier, c'est quelque chose que j'ajoute explicitement dans le prompt. Comme ça, il sait que, ok, je parle de ce fichier to do là, ou ce fichier de code là. Par exemple, tu vois, sur la partie générique fichier d'instruction, un truc que tu peux faire qui est super intéressant, par moi que j'utilise beaucoup et que je trouve intéressant au niveau des résultats, c'est que tu vas pas lui dire généralement fichier d'instruction avec telle contrainte, tu
tu vas dire j'ai besoin d'un fichier d'instruction avec telle contrainte, quel est le prompt que je dois te donner pour que tu génères au mieux. Ouais. Ouais. Non, mais c'est pour ça que c'est vraiment des apprentissages permanents sur cette thématique-là. Mais c'est super intéressant parce que du coup. Alors, et moi j'avais une question par rapport. Est-ce que tous les cas d'usage sont éligibles à cette Tous façon les de cas faire d'usage tu vois, là on avait le sujet développer un plugin, Go, machin. Est-ce que n'importe quel. Développe-moi un ERP, par exemple, tu sais, avec. Je vais te donner. Est-ce que c'est. Le premier cas d'usage, parce que les plugins pour SteamPipe, c'est la deuxième chose que j'ai faite. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai packagé SteamPipe pour qu'il puisse tourner dans Docker. Et j'ai fait créer à Copilot une espèce d'interface entre SteamPipe et l'utilisateur pour simplifier et standardiser la création des configurations SteamPipe et que ce soit stocké de manière sécurisée parce que c'est des données sensibles. Et ça, c'était du Python avec du shell et des choses comme ça. Donc c'est vraiment pas du tout le même cas d'usage que ça. Donc, pour moi, à partir du moment où il y a du développement et surtout qu'on sait ce qu'on veut, bah, c'est applicable. C'est ce qu'on sait qu'on veut. Alors, du coup, l'idée que je voulais faire passer, moi, c'est là, on a un contexte d'API, on a un contexte de description de comment marchent les systèmes qui sont assez bien. Si demain vous avez un système fait maison, pas documenté, pas à jour, et vous dites bah tiens, je vais développer une nouvelle feature, alors que le contexte historique, l'IA là va se mettre à aller sur des idées parce qu'il n'a pas de schéma de données, il n'a pas de voilà. Ça, je l'ai fait pour du perso. En gros, il faut lui faire analyser la codebase. Il faut lui dire analyse ce projet et clairement sur le projet perso, c'est quelque chose que j'ai fait un petit peu en mode autodidacte, on va dire, en Python et tout ça. Et je lui ai dit ben prends ce dépôt-là et dis-moi quelles améliorations il faut que je fasse. En termes de sécurité, performance, etc. Fais une analyse et dis-moi ce qui va pas. Et à partir de là, je lui ai fait tout le circuit là pour avoir quelque chose de carré et de plus propre. Et après, je lui ai dit, bah voilà, maintenant je veux que tu fasses une nouvelle feature. Donc il a réussi à s'en sortir. Alors c'est pas un ERP qui fait des milliards de lignes de code, mais c'est un outil qui me permet de suivre mes achats-reventes d'appareils photo d'occasion. Voilà. Donc ça me sert. C'était absolument affreux et du coup il a fait un truc mieux. Voilà. Ok. Voilà. Bah nickel. En tout cas, bah merci pour l'explication. Du coup, je pense qu'on a fini. Alors, il y a des questions. Ouais, moi j'avais une question. D'abord, bravo pour le professionnel tous les deux. Merci. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es retrouvé dans l'impasse? Parce que tu disais, voilà, je ne suis pas du tout développeur, c'est pas une techno que je connais, etc. Tu t'es appuyé sur une strat, j'ai vu que tu as pas mal itéré et tout. J'aime beaucoup l'idée de faire un snapshot, de revenir. Mais est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, bon ben là, je tourne en rond, j'arrive pas et en fait, je n'ai pas les compétences pour aller plus loin, il faut que j'appelle un collègue. C'est arrivé et c'est très énervant, franchement, quand on le voit qu'il tourne en boucle et que il essaye des trucs, mais qu'en fait, au final, il essaie toujours la même chose et que ça ne marche pas. Dans ces cas-là, je change de modèle. Et souvent l'autre modèle a une approche différente qui fait qu'il va trouver une solution et en changement de modèle de temps en temps, comme ça permet de remettre un peu les choses en ordre. Et là, moi, ce que j'utilise principalement comme modèle, j'ai beaucoup utilisé Claude Catsonnet, mais que je trouve beaucoup trop verbeux, il est un peu pénible pour ça, et en plus il met des emojis partout, c'est insupportable. Et maintenant, il y a GPT-5, qui est vraiment très bien, et quand lui se met à tourner en boucle, je repasse sur Claude Catsonnet. Et là, ça marche plutôt pas mal. Avant, j'alternais entre Claude Catsonnet et GPT 4.1, et clairement 4.1, il est... Après, tu as aussi pu discuter avec les collègues, parler de tes expérimentations, de voir un petit peu, d'avoir. Ouais, mais jamais pour me débloquer. Pas pour te débloquer, voilà. C'était ça la question, c'est jamais pour me débloquer. Pas sur les opérations. Ok, bah du coup, je vous ai remis un truc, c'est qu'attendez-vous de Biacoding, mais à la limite, on pourra. Voilà. Est-ce que la session a répondu à vos attentes? J'espère que oui. Et on a prévenu que le titre n'était pas de nous. Hein. Il était voilà. Et puis après, on a la dernière question et on laissera la main à Zach. En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir, nous, à participer à cette session. Merci. Du coup, je pense qu'on est pas mal. Les gens sont polis. Les gens sont polis, ouais. Bah, si vous voulez partir avec votre pizza, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Oui.
là où je travaille vraiment moi, c'est mon associé, et derrière, attention, il y a attention, il y a des données confidentielles, Ouais. les partager, etc. Je suis en tant que cas, là où Non, on n'a pas ça. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a déjà ça je suis d'accord, je comprends la question. On n'accède pas aux données des clients, c'est qu'on accède à une liste de backup et une liste de machines. Donc déjà, c'est pas, ça peut être une donnée sensible, mais c'est pas non plus un truc ultra qui craint vachement. Et du coup, pardon. Tu accèdes pas, tu n'utilises pas l'IA pour accéder à tes backups. Si, le résultat. j'utilise l'IA qui, elle, utilise TeamPipe pour lister les backups dans un compte AWS. Non, mais c'est pas la donnée en elle-même. Mais c'est pas la donnée Ouais, du c'est ça backup, que- c'est la liste des L'IA ne backups. voit jamais les données qu'il y a. Non. Non. Donc voilà. Et là, j'ai fait les tests avec Cloud Desktop parce que j'avais ça sous la main et que ça allait bien. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, on va utiliser une IA hébergée chez nous pour faire ça. Parce que demain, on va utiliser ça sur les données des clients. Là, c'était sur des comptes Teamwork, donc à la limite, bon, voilà. Mais pour utiliser ça chez les clients, il va falloir qu'on puisse dire, voilà, on est là, c'est hébergé comme ça, tel modèle, à tel endroit, avec tel... voilà. Et pour revenir, en fait, on a vraiment ce sujet de cyber, on a même fait des revues de cyber Mm. pour anticiper l'analyse de risque qui va être portée par ce système. Comme on était sur le système de dev hors prod, pour l'instant, on était autorisé. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a surtout un problème aussi de... Donc déjà, nous, de connaissances, enfin, nous, les gens du métier, on a le problème de connaissances. Les gens de la cyber, ça rajoute parce que c'est pas des spécialistes ni de l'IA, ni de la data, ni de l'infrastructure. Donc, il faut qu'on arrive à travailler tous ensemble pour se créer un cadre commun. Et nous, en tout cas, moi, j'ai participé, c'est que ces fichiers de spec qu'on a définis comme étant les bonnes pratiques, il faut juste les mettre à disposition de toutes les équipes qui vont opérer ce genre de... Voilà. Là, on a Raphaël... qui est peut-être pas très compétent, mais voilà, il sait à peu près de quoi. Il sait de quoi, il fait quoi. Et du coup, demain, il faut vraiment qu'on arrive à créer ces référentiels de bonnes pratiques au sein de l'entreprise pour que des gens encore moins compétents qui vont l'utiliser puissent être capables de respecter des règles qui ont été dictées par les gens de la cyber. Par exemple, non, je ne veux pas t'autoriser à faire ce développement parce que tu vas toucher un système qui est considéré comme prod que tu auras classifié. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.